Mon nom est Florine. Et la nuit où ma famille a finalement dit à voix haute ce qu'elle me montrait par ses actions depuis des années, je me tenais dans notre hall d'entrée, le dos plaqué contre le bois froid de la porte. Ma sœur, Élodie, était juste devant moi, le visage déformé par une rage narcissique, son doigt manucuré pointé vers ma poitrine. Elle venait de me pousser violemment, me faisant trébucher sur le paillasson. Alors que je reprenais mon souffle, choqué par la violence physique, j'ai entendu ce bruit. Un bruit sec. Rythmé. Clac. 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 C'était ma mère. Elle applaudissait. Elle souriait à ma sœur comme si celle-ci venait de gagner un prix Nobel, au lieu de jeter sa propre sœur à la rue sous une pluie battante. Mon père, lui, regardait ailleurs, lâche comme toujours. À cet instant précis, quelque chose s'est éteint en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit « d'accord ». J'ai pris ma valise et je suis partie. Mais si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, vous vous trompez lourdement. Ce n'était que le début de ma vengeance, et croyez-moi, quand mon téléphone a affiché 40 appels manqués le lendemain matin, j'ai compris que la roue avait tourné. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes et comment j'ai repris le contrôle de ma vie de la manière la plus satisfaisante qui soit, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous actuellement. J'adore voir à quel point notre communauté est grande et solidaire face à l'injustice. Revenons à cette nuit glaciale à Besançon. La pluie de novembre dans l'est de la France a cette particularité de vous transpercer jusqu'aux os, mais ce soir-là, je ne sentais pas le froid. Je ne sentais que le feu de l'humiliation qui brûlait mes joues. Je me suis relevée lentement. Mon épaule lançait une douleur sourde là où j'avais heurté le montant de la porte après la poussée d'Élodie. Ma mère, Yvette, continuait de sourire, un sourire satisfait, presque cruel. « Bravo, Élodie », a-t-elle dit, sa voix résonnant étrangement dans le couloir silencieux. « Tu as enfin remis cette ingrate à sa place. » Je me suis tournée vers mon père, Gérald. Il était debout près de la commode Louis XV, une antiquité qu'il chérissait plus que moi. Nos regards se sont croisés une seconde. J'attendais quoi? Une intervention? Ça suffit? Un geste de protection paternelle? Mais il a simplement tout sauté, ajusté ses lunettes et a tourné la tête vers le salon, feignant un intérêt soudain pour le programme télévisé. Son silence était pire que les applaudissements de ma mère. Il validait tout. Il donnait son accord tacite à cette violence. « Tu as entendu ta mère », a craché Élodie. « Personne ne t'aime ici. Tu es une tache dans ce décor. Dégage. » J'ai regardé ma sœur. Elle portait un peignoir en soie rose pâle, ses cheveux blonds parfaitement coiffés même à 21h, son visage maquillé comme pour un shooting photo. Elle était l'image de la perfection artificielle. Et moi? Je portais encore mon tablier de boulangère taché de farine et de chocolat, mes cheveux bruns en bataille, mes mains rouges et gercées par le travail manuel. Nous étions le jour et la nuit. Très bien, ai-je murmuré. Ma voix était calme, trop calme. C'était le calme de celle qui n'a plus rien à perdre. Je n'ai pas couru vers ma chambre pour pleurer. J'y suis allée méthodiquement. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti ma vieille valise, celle dont une roulette était cassée. J'y ai jeté quelques jeans, mes pulls de travail, mes chaussures orthopédiques usées par les longues heures debout au fourni. J'ai pris mon ordinateur portable, acheté avec mes propres économies, et la petite boîte en fer blanc où je gardais quelques billets de secours. Chaque fermeture éclair que je fermais sonnait comme un coup de ciseau coupant le cordon ombilical. En bas, je les entendais rire. J'entendais le bruit d'une bouteille de vin qu'on débouche. Ils fêtaient mon départ. Ils célébraient l'assainissement de la maison. Je suis redescendue. Ils étaient déjà dans le salon. Je suis passée devant l'arche de la porte sans m'arrêter. Ma mère a levé son verre de vin vers moi, un geste de moquerie ultime. « N'oublie pas de rendre tes clés », a-t-elle lancé. « On ne voudrait pas que tu reviennes voler quoi que ce soit. » J'ai posé le trousseau de clés sur la console de l'entrée. Le bruit du métal contre le bois a résonné comme un point final. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent s'est engouffré, apportant l'odeur des feuilles mortes et de l'asphalte mouillé. J'ai traîné ma valise jusqu'à ma petite voiture d'occasion, une vieille Twingo qui avait vu des jours meilleurs.
La roulette cassée de la valise raclait le gravier de l'allée. CRRR, CRRR, CRRR. Ce son m'a hanté pendant tout le trajet. Je me suis assise au volant. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une adrénaline froide. J'ai regardé une dernière fois la maison. Les lumières du salon étaient chaudes, dorées, accueillantes. De l'extérieur, on aurait dit la maison parfaite d'une famille parfaite. Les voisins devaient penser que nous étions l'exemple même de la réussite bourgeoise. Ils ne savaient pas que derrière ces murs de pierre, il y avait un monstre à deux têtes, le narcissisme d'Élodie et l'aveuglement de mes parents. J'ai démarré le moteur. Alors que je m'éloignais, les larmes ne venaient toujours pas. À la place, une pensée s'est formée dans mon esprit, claire et tranchante comme un couteau de cuisine fraîchement aiguisé. Ils pensent m'avoir détruite. Mais ils viennent juste de me libérer. Je ne savais pas encore que cette liberté allait avoir un prix, ni que le lendemain matin, le silence de mon téléphone serait brisé par une tempête qui allait révéler leurs plus sombres secrets. Je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Pour comprendre pourquoi ma mère a applaudi mon départ, il faut que vous compreniez l'architecture invisible de notre famille. C'est une histoire vieille comme le monde, mais dans notre maison, elle avait pris des proportions grotesques. J'ai grandi dans l'ombre d'Élodie. Elle a 5 ans de plus que moi. Dès sa naissance, elle a été décrétée l'enfant miracle, la princesse. Elle était blonde aux yeux bleus, angélique, tout ce que ma mère, Yvette, avait toujours rêvé d'être. Ma mère projetait sur Élodie toutes ses ambitions ratées de jeunesse. Yvette voulait être actrice ou mannequin, elle a fini secrétaire médicale. Alors, Élodie devait réussir là où elle avait échoué. Moi, Florine, je suis arrivée comme une réflexion après coup. Brune, banale, calme. Je n'étais pas l'enfant désiré pour briller, j'étais l'enfant utile. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, la maison tournait autour des caprices d'Élodie. À 10 ans, Élodie voulait faire de la danse classique? On lui achetait les meilleurs tutus, on m'inscrivait au cours juste pour porter son sac et l'aider à se changer. À 16 ans, Élodie voulait devenir influenceuse? Mes parents ont transformé la chambre d'amis en studio, avec des éclairages coûteux, tandis que je devais faire mes devoirs sur la table de la cuisine au milieu du bruit. Le contraste entre nous était saisissant, surtout au niveau professionnel et financier. J'ai 19 ans. Je suis apprentie pâtissière dans l'une des meilleures boulangeries de Besançon. Je me lève tous les matins à 3h30. Mes mains sont couvertes de petites cicatrices de brûlures causées par les plaques du four, ma peau sent en permanence la levure et la vanille. Je gagne ma vie modestement, mais chaque centime est le fruit de ma sueur. J'économise religieusement pour mon rêve, ouvrir mon propre salon de thé. Élodie a 24 ans. Elle ne travaille pas officiellement, elle est créatrice de contenu. En réalité, elle passe ses journées à se prendre en photo, à commander des vêtements de luxe en ligne qu'elle ne peut pas se permettre, et à faire semblant d'avoir une vie trépidante sur Instagram. Elle a 5000 abonnés, dont la moitié sont probablement des robots achetés, mais à la maison, elle est traitée comme une célébrité internationale. Chut, Florine. Ne fais pas de bruit avec la vaisselle, ta sœur tourne une story. C'était la phrase que j'entendais le plus souvent. Mes parents, Yvette et Gérald, sont ce qu'on appelle des facilitateurs. Ils ont créé ce monstre. Ils ont financé ses illusions. Quand Élodie a échoué à l'université après un semestre parce que les profs étaient jaloux d'elle, ils ont hoché la tête et lui ont payé des vacances à Nice pour qu'elle se remette de ce traumatisme. Quand j'ai obtenu mon CAP de pâtisserie avec les félicitations du jury, mon père a juste dit « C'est bien, au moins tu auras un métier manuel, vu que tu n'es pas faite pour les études comme ta sœur. » Pas faite pour les études? J'étais major de ma promo. Élodie n'a jamais fini un livre de sa vie. Mais la réalité n'avait pas d'importance dans cette maison. Seul le récit inventé par ma mère comptait. Il y a un souvenir qui me revient souvent, un souvenir qui aurait dû me faire partir bien plus tôt. J'avais 16 ans. J'ai eu une grippe terrible, une fièvre de 40 degrés, je délirais presque. J'étais allongée sur le canapé, tremblante. J'ai supplié ma mère de m'emmener aux urgences. Elle m'a regardée, ses clés de voiture à la main, et a dit « Je ne peux pas maintenant, Florine. » Élodie a un casting pour une publicité de shampoing à Lyon. Je dois la conduire, elle ne peut pas y aller en train avec sa valise de tenue. Prends un Doliprane et arrête de faire ta comédienne. Elle est partie. J'ai dû appeler ma grand-mère, aujourd'hui décédée, qui est venue me chercher en taxi.
J'ai fini sous perfusion pendant 2 jours pour une déshydratation sévère. Quand mes parents sont rentrés, Élodie n'avait évidemment pas eu le rôle, ils m'ont reproché d'avoir inquiété grand-mère pour une petite fièvre. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une police d'assurance, un plan B, la servante qui ne devait pas déranger. Mais je restais. Pourquoi? Par habitude. Par espoir stupide qu'un jour, ils verraient ma valeur. Par amour pour cette maison où j'avais grandi. Et peut-être parce que je savais que j'avais un atout secret qu'ils ignoraient, un héritage de ma grand-mère Odette, la seule qui m'avait vraiment aimée. Mais ce soir-là, l'équilibre précaire que j'avais maintenu s'est brisé. Et tout a commencé à cause d'un gâteau. Un simple gâteau qui est devenu le catalyseur de la fin de notre famille. L'incident qui a conduit à mon expulsion n'était pas un accident. C'était un acte de sabotage délibéré. Il y avait un concours régional, les talents sucrés de Franche-Comté. C'était ma grande opportunité. Le premier prix était de 5 000 € et, plus important encore, un stage de perfectionnement chez un meilleur ouvrier de France à Paris. Pour une apprentie comme moi, c'était le ticket d'or. J'avais passé des semaines à concevoir ma pièce maîtresse, une réinterprétation moderne du Saint-Honoré. C'était une structure complexe. Une base de pâte feuilletée inversée, croustillante à souhait, surmontée d'une couronne de choux garnie d'une crème chibouste à la vanille de Madagascar, le tout nappé d'un caramel croquant et décoré de fils de sucre tiré. J'avais investi mes propres économies, près de 200 €, pour acheter les ingrédients les plus fins. J'avais travaillé dessus pendant 3 soirs d'affilée après mes heures de boulot à la boulangerie. La veille du drame, le gâteau était enfin prêt. Il trônait dans le 2e frigo du garage, une œuvre d'art fragile et parfaite, attendant le concours du lendemain matin. Je suis rentrée du travail ce soir-là, épuisée mais excitée. J'avais hâte de vérifier mon gâteau une dernière fois, de préparer ma glacière pour le transport. En entrant dans la cuisine, mon cœur s'est arrêté. Sur l'îlot central, il y avait Mont Saint-Honoré. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Le gâteau avait été sorti de sa boîte. Il était effondré sur un côté, comme s'il avait été lâché. La structure de caramel était brisée en 1000 morceaux. Plusieurs choux avaient été arrachés, laissant des trous béants où la crème coulait tristement. Et le pire, il y avait une trace de doigt, une énorme trace de doigt qui avait raclé le glaçage. Élodie était assise au salon, son téléphone à la main, en train de retoucher une photo. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je hurlé. C'était un cri qui venait de mes tripes. Elle a levé les yeux, l'air ennuyé. « Oh, tu es rentré. »« Ne crie pas, j'ai mal à la tête. » Je me suis précipitée vers elle, les mains tremblantes. « Mon gâteau. Le concours est demain matin. Pourquoi tu l'as touché ?» Elle a haussé les épaules, un geste d'une désinvolture qui m'a donné envie de vomir. J'avais besoin d'un accessoire pour ma story Instagram. Le thème c'était gourmandise chic. J'ai pensé que ton truc ferait l'affaire. Mais c'était super glissant, je l'ai fait tomber quand je cherchais le bon angle de lumière. Elle a dit ça comme si elle parlait d'avoir cassé un verre d'eau. Tu l'as fait tomber, et tu as mangé les choux? Bah, il était déjà abîmé, j'ai goûté. C'était trop sucré d'ailleurs, tu devrais revoir ta recette si tu veux gagner un jour. J'ai senti les larmes monter, chaudes et brûlantes. 3 jours de travail. 5 000 € potentiels. Mon avenir professionnel. Tout ça détruit pour une photo Instagram qui récolterait peut-être 50 likes. Je suis retournée vers la cuisine, espérant sauver quelque chose, mais c'était impossible. En cherchant des serviettes pour nettoyer, j'ai ouvert mon tiroir secret, celui où je gardais une enveloppe avec de l'argent liquide pour mes dépenses quotidiennes. L'enveloppe était vide. Il y avait 200 € dedans le matin même. Je suis revenue vers elle, cette fois avec une rage froide. « Où est mon argent, Élodie ?» Elle a soupiré, posant son téléphone. J'ai emprunté un peu de liquide. J'avais un rendez-vous pour mes ongles et ils ne prenaient pas la carte. Je te rembourserai quand mes partenariats tomberont. Tu as volé mon argent pour te faire les ongles? Après avoir détruit mon concours? Emprunter, Florine. Apprends la différence. Et arrête d'être aussi dramatique, c'est juste de la farine et du sucre. C'est là que j'ai explosé. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'être la petite sœur docile.
J'ai commencé à crier, à lister toutes les choses qu'elle m'avait prises, toutes les fois où elle m'avait marché dessus. Je me tourne vers vous maintenant. Imaginez la scène. Votre travail acharné, votre passion, détruit par pure vanité. Votre argent volé pour des futilités. Et face à vous, une personne qui ne ressent aucun remords, juste de l'ennui. Si vous étiez à ma place à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé votre calme ou auriez-vous explosé comme moi? Dites-moi franchement dans les commentaires, je lis tout. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mes cris allaient attirer l'attention de nos parents qui venaient juste de garer la voiture. Et comme toujours, la vérité allait être tordue pour faire de moi la méchante. La porte d'entrée s'est ouverte au moment même où je criais « Tu es un parasite, Élodie. Tu ne penses qu'à toi. » Mes parents sont entrés, les bras chargés de courses. Ils ont vu le tableau, moi, rouge de colère, debout au milieu du salon, et Élodie, toujours assise sur le canapé. Dès qu'elle les a vus, le visage d'Élodie s'est transformé. C'était une performance digne d'un Oscar. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanées, sa lèvre inférieure s'est mise à trembler. Elle s'est recroquevillée comme un animal blessé. « Maman. Papa, a-t-elle geint. Florine me fait peur. Elle me hurle dessus depuis 10 minutes. » Ma mère a lâché les sacs de courses par terre et s'est précipitée vers Élodie, l'enlaçant protectrice. Elle s'est tournée vers moi, le regard noir. « Qu'est-ce qui te prend, Florine? On t'entend depuis l'allée. Tu as perdu la tête? » Elle a détruit mon gâteau, ai-je protesté, pointant du doigt le désastre dans la cuisine. Le gâteau pour le concours de demain. Elle l'a pris pour ses photos stupides et l'a écrasé. Et elle a volé 200 € dans mon tiroir. Ma mère a jeté un coup d'œil rapide vers la cuisine, puis a haussé les épaules. C'est juste un gâteau, Florine. Tu peux en refaire un. Ta sœur a des obligations professionnelles, elle a besoin de contenu. Tu devrais être fière de l'aider au lieu de faire une crise d'hystérie. Des obligations professionnelles? J'ai ri, un rire nerveux et incrédule. Maman, elle ne travaille pas. Elle joue à la poupée sur Internet. Ce gâteau, c'était ma chance de carrière. Et l'argent? C'est du vol. Mon père est intervenu, d'une voix molle. Allons, Florine, le mot volait fort. Entre sœurs, on partage. Élodie te rendra l'argent quand elle le pourra. Tu sais qu'elle traverse une période stressante avec sa construction d'image. J'ai regardé ces 3 personnes. C'était comme être dans un monde parallèle où la logique n'existait pas. J'étais la victime, mais j'étais traitée comme l'agresseur. Élodie, la voleuse et la destructrice, était consolée. Vous êtes aveugle, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Vous nourrissez son illusion. Elle a 24 ans, elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Elle n'est pas une influenceuse, elle est juste une chômeuse qui vit à vos crochets et qui vole sa petite sœur. Le silence est tombé dans la pièce. J'avais touché la corde sensible. J'avais dit la vérité interdite. Élodie s'est levée d'un bond, oubliant ses fausses larmes. Son visage est devenu laid, tordu par la haine. Elle s'est approchée de moi. Tu es juste jalouse, a-t-elle sifflé. Jalouse parce que je suis belle, parce que j'ai du potentiel, et que toi tu finiras vieille fille pleine de farine dans une arrière-boutique minable. Tu ne vaux rien, Florine. Tu es juste l'employée de maison. Au moins, moi, je gagne mon argent, ai-je répliqué. Je ne suis pas une sangsue. C'est là que ça s'est passé. Élodie a levé les mains et m'a poussé de toutes ses forces. Je ne m'y attendais pas. J'ai perdu l'équilibre. J'ai reculé, trébuché sur le tapis, et j'ai volé vers le couloir. Mon dos a heurté violemment le montant de la porte d'entrée. Le choc a coupé ma respiration. Je suis tombée assise, sonnée. Et puis, le son. Clac. 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 J'ai levé les yeux. Ma mère battait des mains. Lentement. Délibérément. Bravo, Élodie, a dit ma mère. Il était temps que quelqu'un la fasse taire. Elle devient insupportable avec sa jalousie. Puis elle m'a regardée, moi, sa fille de 19 ans, par terre, blessée. Tu as entendu ta sœur.
Personne ne veut de ta négativité ici. Si tu n'es pas contente, la porte est juste derrière toi. C'était le moment de rupture. Le moment où le lien sacré de la famille s'est rompu pour toujours. J'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Plus de discussion possible. Plus d'espoir qu'il change. Je me suis relevée. J'ai fait ma valise comme je vous l'ai raconté. Et je suis partie. Ce que je ne savais pas en claquant cette porte, c'est que je laissais derrière moi une bombe à retardement qui allait exploser bien plus tôt que prévu. J'ai conduit pendant 20 minutes, les yeux brouillés non pas par les larmes, mais par une fatigue intense. Je suis allée au seul endroit où je savais que je serais en sécurité, chez Zélie. Zélie est ma meilleure amie depuis le collège. Elle est étudiante en droit, vit dans un studio minuscule de 18 mètres carrés près de l'université, un endroit rempli de livres, de plantes et de chaleur humaine. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue avec ma valise cassée et mon visage pâle, elle n'a posé aucune question stupide comme « ça va ?» Elle a juste ouvert grand les bras. Je me suis effondrée contre elle. L'odeur de sa lessive bon marché et de son thé à la menthe m'a fait réaliser à quel point l'air chez mes parents était toxique. « Ils l'ont encore fait ?» a-t-elle demandé doucement en m'aidant à entrer ma valise. « Pire » ai-je répondu. Élodie m'a poussée. Maman a applaudi. Zélie s'est figée. Son visage, habituellement souriant, s'est durci. Elle a applaudi. J'ai hoché la tête. Zélie n'a rien ajouté. Elle sait que parfois, les mots ne suffisent pas à décrire l'horreur. Elle m'a installé sur son canapé-lit, m'a donné un de ses t-shirts trop grands, et a réchauffé de la soupe. Nous avons mangé en silence, assises par terre. Dans ce petit studio, sans meubles Louis XV, sans prétention, sans mensonge, je me sentais plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans la grande maison de mes parents. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux », a dit Zélie. « Ce n'est pas le Ritz, mais au moins, personne ne te volera ton argent pour des manucures. » J'ai souri faiblement. « Merci, Zélie. Je crois que c'est fini pour de bon cette fois. Je ne retournerai pas là-bas. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil de plomb. Pas de cauchemar. Pas de bruit d'Élodie hurlant à 2 heures du matin parce que sa connexion internet rame. Juste le silence apaisant de la liberté. Je pensais que c'était la fin de ma relation avec eux. Je pensais que je serais juste une étrangère pour eux désormais. Une fille reniée. Mais le destin a un sens de l'ironie cruelle. Alors que je dormais paisiblement, à quelques kilomètres de là, dans la maison que je venais de quitter, la réalité était en train de frapper à leur porte. Et elle ne frappait pas poliment. Le réveil n'a pas été doux. Il a été brutal, vibrant, incessant. Mon téléphone, posé sur la table basse en bois de palette de Zélie, était en train de convulser. Il vibrait tellement qu'il menaçait de tomber par terre. J'ai ouvert un œil, groggy. La lumière grise du matin filtrait à travers les rideaux. J'ai attrapé l'appareil. L'écran était inondé de notifications. 40 appels manqués. 56 nouveaux messages. WhatsApp, SMS, Messenger. Tout clignotait. Mon cœur a fait un bond. Est-ce qu'il était arrivé quelque chose de grave? Un accident? J'ai commencé à faire défiler les messages et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait 2 vagues distinctes, avec 2 tonalités radicalement opposées. La première vague datait d'hier soir, juste après mon départ. « Papa, 22h30, tu es une ingrate. Ne pense pas revenir en rampant quand tu n'auras plus d'argent. » Maman, 23h15, tu as brisé le cœur de ta sœur. J'espère que tu es fière de toi. Tu es la honte de cette famille. Élodie, minuit, bon débarras, la souillon. Profite bien de ta vie de misère. C'était ce à quoi je m'attendais. De la haine pure. Mais ensuite, vers 8 heures ce matin, le ton avait changé. Radicalement. C'était terrifiant. Papa, 8h15, Florine, décroche s'il te plaît. C'est important. Maman, 8h20, ma chérie, où es-tu? On s'inquiète pour toi. Reviens à la maison, on va faire un bon petit déjeuner. On doit parler. Maman, 8h30, Florine, c'est une urgence. Il s'agit de la famille. On t'aime, tu le sais?
Pardonne-nous pour hier soir, on était tous fatigués. Élodie, 8h45, reviens. Je suis désolée pour le gâteau. C'est sérieux là. Y a la police. La police? J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Ma mère ne s'excuse jamais. Mon père ne m'appelle jamais ma chérie. Et Élodie ne prononce jamais le mot « désolé » sans qu'il soit suivi d'une insulte. Qu'est-ce qui se passe? Zélie était réveillée, observant mon visage blême. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu les messages, ses sourcils se fronçant de plus en plus. C'est le piège classique, a analysé Zélie avec son esprit de future avocate. Hier soir, tu étais un déchet. Ce matin, tu es la fille prodigue. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et vu le message d'Élodie sur la police, ils ont besoin de quelque chose de gros. Tu penses que je dois répondre? Je pense qu'on doit savoir ce qu'ils veulent. Mais tu n'y vas pas seul. Je t'emmène. Et je reste dans la voiture, moteur allumé. Au moindre problème, tu sors. J'ai rappelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie. Florine. Dieu merci. Tu viens? Il faut que tu viennes tout de suite. Sa voix était paniquée, aiguë, au bord de l'hystérie. Pourquoi, maman? Vous m'avez jeté dehors hier. Oublie ça. C'était un malentendu. Il y a des gens ici. Des huissiers. Et une lettre du tribunal. C'est à propos d'Élodie. S'il te plaît, Florine. Tu es la seule qui peut nous sauver. Nous sauver. Pas aider, mais sauver. J'ai raccroché. J'ai regardé Zélie. On y va. Je ne savais pas encore à quel point le trou qu'ils avaient creusé était profond. Mais j'allais bientôt découvrir que ma sœur, la princesse, n'était pas seulement une peste narcissique. C'était une criminelle. Le retour à la maison avait une ambiance de funérailles. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris-plomb. La voiture de Zélie est restée garée au coin de la rue. J'ai marché jusqu'à la maison, le cœur battant la chamade. La porte d'entrée, celle contre laquelle j'avais été jetée la veille, était entr'ouverte. Je suis entrée. Le silence était lourd, oppressant. Pas de télé, pas de musique. Dans la cuisine, la scène était surréaliste. Mes parents et Élodie étaient assis autour de la table en chêne. Mais il n'y avait pas de petit déjeuner. La table était couverte de papier. Des lettres avec des en-têtes rouges. Des relevés bancaires. Élodie, d'habitude si arrogante, était prostrée sur sa chaise, se rongeant les ongles frénétiquement. Elle ne portait pas de maquillage et pour la première fois, elle avait l'air de ses 24 ans, une enfant perdue qui a joué à un jeu trop grand pour elle. Mon père tenait sa tête entre ses mains. Ma mère a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges et gonflés. « Assieds-toi, Florine », a-t-elle dit, d'une voix tremblante. Je suis restée debout, les bras croisés. « Dites-moi ce qui se passe. » Vite. Mon père a poussé un soupir qui ressemblait à un râle. Il a fait glisser une feuille vers moi. C'était une mise en demeure d'une société de crédit à la consommation. Ta sœur. A commencé mon père avant de s'étouffer. Ta sœur a fait des bêtises. Des bêtises, a explosé ma mère, perdant son calme fin. Elle a ruiné notre vie. Voici la vérité qui a éclaté en quelques minutes. Élodie ne gagnait pas un centime avec son activité d'influenceuse. Mais pour maintenir l'illusion d'une vie de luxe, pour acheter ses sacs Louis Vuitton, ses chaussures Louboutin, ses voyages sponsorisés qui ne l'étaient pas, elle avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Au début, elle avait utilisé ses petites économies. Puis, elle avait commencé à contracter des crédits à la consommation en ligne. Des crédits revolving avec des taux d'intérêt exorbitants de 20%. Mais le pire n'était pas là. Quand elle n'a plus pu emprunter en son nom, elle a volé l'identité de nos parents. Elle a utilisé leur numéro de sécurité sociale, leurs avis d'imposition qu'elle avait trouvés dans le bureau de mon père, pour ouvrir de nouvelles lignes de crédit. Elle avait même imité la signature de mon père. Ce matin, tout s'était écroulé. Un huissier était venu délivrer une sommation de payer.
Et la banque avait appelé pour signaler une suspicion de fraude massive. Combien? Ai-je demandé, sentant la nausée monter. 20 000 €, a chuchoté Élodie. C'est juste 20 000. Je pensais que ma carrière allait décoller le mois prochain et que je pourrais tout rembourser avant qu'ils ne s'en rendent compte. 20 000 €. C'était une somme astronomique pour nous. Si on ne paie pas la totalité de la somme due aux organismes de crédit frauduleux d'ici 48 heures pour arrêter la procédure, a expliqué mon père d'une voix morte, ils vont porter plainte pour usurpation d'identité et escroquerie. Élodie ira en prison. Et la maison est hypothéquée pour une autre affaire. Ils vont la saisir. J'ai regardé ma sœur. Elle ne pleurait pas par remords. Elle pleurait de peur pour elle-même. Et vous m'avez appelé pourquoi? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Une boule froide s'est formée dans mon estomac. Ma mère s'est levée et s'est approchée de moi. Elle a essayé de me prendre la main, mais je me suis reculée. Florine, tu as l'argent de grand-mère Odette. Grand-mère Odette. Ma grand-mère maternelle. Elle détestait la façon dont Yvette traitait ses filles. À sa mort, il y a 2 ans, elle avait laissé un petit héritage. Elle avait spécifiquement verrouillé l'argent sur un compte bloqué à mon nom, accessible uniquement à mes 18 ans, avec une note, pour que tu puisses voler de tes propres ailes, ma petite abeille. Il y avait 18 000 € sur ce compte. Plus mes 2 000 € d'économie personnelle de travail. C'était exactement la somme qu'il leur fallait. C'est mon argent, ai-je dit lentement. C'est pour mon futur salon de thé. C'est le rêve de ma vie. C'est le cadeau de grand-mère. C'est de l'argent de la famille, a crié ma mère. Ta sœur risque la prison. Nous risquons de perdre le toit au-dessus de nos têtes. Tu ne vas quand même pas laisser faire ça pour garder ton petit trésor? J'ai regardé autour de moi. J'ai vu la peur, oui. Mais je n'ai vu aucun amour pour moi. Je n'étais qu'un chéquier sur pattes. Hier soir, ai-je dit, quand elle m'a poussé, tu as applaudi, maman. Tu as dit que personne ne voulait de moi ici. Et maintenant, tu veux mon argent? Le visage de ma mère s'est durci. Le masque de la mère suppliante est tombé, révélant le visage manipulateur que je connaissais trop bien. C'est à ce moment-là que la vraie bataille a commencé. La cuisine est devenue un tribunal où j'étais l'accusé, coupable de posséder la solution à leurs problèmes. La logique qu'ils ont déployée pour essayer de me convaincre était fascinante de toxicité. C'est ce qu'on appelle le FOG en psychologie, fear, peur, obligation, culpabilité. Ils ont utilisé les 3. D'abord, l'obligation. On t'a nourri, logé, blanchi pendant 19 ans, a attaqué mon père, retrouvant soudain un peu de vigueur maintenant qu'il s'agissait d'argent. C'est le moment de rendre l'appareil. La famille, c'est sacré. On s'entraide. On s'entraide, ai-je rétorqué. Quand j'étais malade, vous m'avez laissé seule. Quand j'ai eu mon diplôme, vous vous en fichiez. Élodie m'a volé hier et vous l'avez défendu. Ce n'est pas de l'entraide, c'est de l'exploitation. Ensuite, la culpabilité. Ma mère a repris le relais, les larmes aux yeux, mais des larmes calculées. Tu veux voir ta sœur derrière les barreaux? Tu veux voir tes parents à la rue, SDF? Si on perd la maison, ce sera de ta faute, Florine. Tu pourras vivre avec ça sur la conscience? Dormir dans ton lit chaud en sachant que tes parents dorment sous un pont? Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit fermement, bien que ma voix tremblait un peu. C'est la faute d'Élodie qui a fraudé. Et c'est votre faute de l'avoir laissé faire, de ne jamais lui avoir dit non. Enfin, la peur et le déni, incarnés par Élodie. Elle s'est redressée, essuyant ses yeux, retrouvant une once de son arrogance habituelle. Écoute, Florine. C'est un investissement. Dès que mes sponsors verront ma nouvelle série de photos, je vais signer des contrats énormes. Je te rembourserai. Je te donnerai même 25 000 €. Tu feras un bénéfice. Tu es bête de refuser, c'est du business. J'ai regardé ses mains manucurées. Elle portait encore au poignet un bracelet Cartier qu'elle avait dû acheter avec l'argent volé. Tu n'as pas de sponsor, Élodie, ai-je dit froidement. Tu as des dettes. Tu vis dans un monde imaginaire. Et je ne vais pas sacrifier mon monde réel pour ton monde imaginaire.
Tu es égoïste, a hurlé Élodie. Tu as toujours été une petite radine. Tu gardes cet argent de grand-mère comme un dragon sur son or alors que nous on souffre. Grand-mère m'a donné cet argent parce qu'elle savait, ai-je lâché. Elle savait que vous alliez essayer de me le prendre. Elle m'a dit un jour, méfie-toi de ceux qui t'aiment seulement quand ils ont besoin de toi. Elle parlait de vous. Cette phrase a eu l'effet d'une bombe. Le visage de ma mère est devenu livide. Ne parle pas d'elle, a sifflé ma mère. Cette vieille sorcière a toujours essayé de monter mes filles contre moi. Donne-nous l'argent, Florine. Tout de suite. On ira à la banque ensemble. Tu signes le virement, et tout ça est fini. On oublie tout. On redevient une famille heureuse. Une famille heureuse. L'audace de ce mensonge m'a coupé le souffle. Ils me proposaient un marché, mon argent contre leur amour conditionnel. Un amour qui s'évaporait dès que le chèque serait encaissé. J'ai regardé mon père, qui évitait mon regard. J'ai regardé ma sœur, qui me regardait avec attente, comme si je lui devais cet argent. J'ai regardé ma mère, qui avait l'air prête à me sauter dessus. J'ai réalisé que je ne parlais pas à ma famille. Je parlais à des toxicomanes en manque et leur drogue, c'était l'apparence et la facilité. J'ai pris une grande inspiration. L'odeur de vieux café et de peur dans la cuisine m'a donné la nausée. Mais mon esprit était clair. Non, ai-je dit. Ce mot, simple, court, a résonné comme un coup de feu. Le nom a flotté dans l'air pendant quelques secondes, lourd et absolu. Pardon, a dit ma mère, comme si elle avait mal entendu. J'ai dit non. Je ne payerai pas les dettes d'Élodie. Je ne viderai pas mon compte pour sauver les apparences. Si elle a fraudé, elle doit en assumer les conséquences. C'est ça, être adulte. L'atmosphère dans la cuisine a changé instantanément. La supplication a disparu pour laisser place à une rage pure, animale. Tu te moques de nous, a hurlé Élodie, se levant si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. Tu vas me laisser aller en prison? Pour de l'argent? Tu es un monstre. Le monstre, c'est celle qui vole l'identité de ses parents, ai-je répondu calmement. Pas celle qui protège son héritage. Ma mère s'est avancée vers moi. Ses yeux étaient exorbités. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle ne ressemblait plus à ma mère, mais à une étrangère furieuse. Tu vas faire ce qu'on te dit, petite insolente. Tu vis sous mon toit. Je ne vis plus sous ton toit, l'ai-je coupé. Tu m'as mise dehors hier, tu te souviens? Clac, clac, clac. Tu as applaudi. Tu as été très clair. C'était pour te donner une leçon, a-t-elle crié. Tu nous dois tout. Donne-moi ce téléphone, je vais faire le virement moi-même. Elle s'est jetée sur moi pour essayer d'arracher mon sac où se trouvait mon téléphone. J'ai reculé, mais elle était rapide. Elle a levé la main pour me gifler, un geste réflexe de domination qu'elle avait utilisé tant de fois quand j'étais enfant. Mais je n'étais plus une enfant. Et j'avais passé mes journées à pétrir des kilos de pâte à pain. Mes bras étaient forts. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Juste avant que sa main ne touche ma joue. Le temps s'est figé. Ma mère m'a regardée, choquée. Je tenais son poignet fermement, sans lui faire mal, mais avec une autorité absolue. Ne me touche plus jamais, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Plus jamais. J'ai lâché son bras. Elle a reculé, se massant le poignet, les yeux écarquillés de stupeur. Elle venait de réaliser qu'elle avait perdu tout pouvoir sur moi. La peur, l'obligation, la culpabilité, rien ne marchait plus. Sortez de chez moi, a murmuré mon père, qui n'avait pas bougé de sa chaise. Si tu ne veux pas aider ta famille, tu n'as rien à faire ici. Sors. Avec plaisir, ai-je répondu. Je me suis dirigée vers la porte. Élodie pleurait bruyamment maintenant, des pleurs de panique réels. Papa, fais quelque chose. Elle part avec l'argent. Je vais mourir en prison. Je me suis arrêtée sur le seuil. Je me suis retournée une dernière fois. Vous aviez le choix, leur ai-je dit. Vous auriez pu être des parents. Vous auriez pu être juste. Vous avez choisi Élodie, encore et toujours. Alors maintenant, laissez Élodie vous sauver.
Je suis sortie. J'ai marché vers la voiture de Zélie sans courir. Mes jambes étaient en coton, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais je ne me suis pas retournée. Je suis montée dans la voiture. Zélie m'a regardée, a vu mon expression et a démarré en trombe. C'est fini, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu en regardant mon téléphone qui recommençait déjà à vibrer. Ils ne vont pas lâcher l'affaire aussi facilement. Ils sont désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. J'avais raison. La guerre psychologique ne faisait que commencer. Et leur prochaine attaque allait être vicieuse. Dès que je suis rentrée au studio de Zélie, l'attaque a commencé. Élodie, dans sa panique et sa méchanceté, a décidé de jouer sa dernière carte, la pression sociale. Elle a utilisé son arme favorite, les réseaux sociaux. Une notification Facebook a popé sur mon écran. Élodie m'avait tagué dans un long post. Je suis dévastée. Ma propre sœur, Florine, a volé une somme importante d'argent à nos parents âgés et s'est enfuie. Nous sommes en pleine crise financière à cause de problèmes de santé de papa, et elle part avec les économies de la famille. Si vous la voyez, dites-lui de rentrer. Maman est en train de faire un malaise. #famille brisée, #trahison, c'était un mensonge tellement énorme qu'il en était grotesque. Mais les gens aiment le drame. Les commentaires ont commencé à affluer. Quelle honte. Courage Élodie, on est avec toi. Florine, comment peux-tu faire ça? Puis, les singes volants, les alliés des narcissiques, sont entrés en scène. Ma tante Corinne, la sœur de ma mère, m'a envoyé un message vocal haineux. Petite garce, ramène l'argent tout de suite ou j'appelle la police moi-même. Ta mère est en larmes. Je sentais la panique monter. Ils retournaient tout le monde contre moi. Ils allaient ruiner ma réputation à Besançon. Si mon patron voyait ça, il pourrait me renvoyer. Il joue sale, a dit Zélie en lisant le post. Très sale. C'est de la diffamation. Je dois me défendre, ai-je dit, les larmes aux yeux. Je dois commenter et dire la vérité. Non, a coupé Zélie. Si tu commentes, tu rentres dans leur jeu. Ça devient ta parole contre la leur. Et ils sont 3, tu es seul. Ils mentent mieux que toi. Alors je fais quoi? Je les laisse me détruire? Zélie a souri, un sourire froid de juriste. Non. Tu vas leur donner une opportunité. Ils sont désespérés, n'est-ce pas? Ils ont besoin de tes 20 000 € sinon ils perdent tout? Oui. Alors, utilise ce désespoir. Ils veulent ton aide? Dis-leur que tu vas considérer les aider. Mais à une condition. Quelle condition? Ils doivent dire la vérité. Publiquement. Nous avons rédigé le message ensemble. C'était un chef-d'œuvre de stratégie. Je l'ai envoyé à ma mère. Astérisque maman, j'ai vu le post d'Élodie. Vous essayez de me détruire pour me forcer à payer. Mais vous oubliez que c'est vous qui avez besoin de moi, pas l'inverse. Voici ma seule et unique offre. Si tu veux que je considère l'idée de payer les dettes d'Élodie, tu vas rectifier la vérité. Maintenant. Tu vas poster sur ton mur Facebook, en mode public, et tu vas taguer toute la famille. Tu vas écrire. Que j'étais mise dehors hier soir et que tu as applaudi. Que Élodie n'est pas une victime, mais qu'elle a usurpé votre identité et contracté 20 000 € de dettes pour des vêtements de luxe. Que vous me demandez mon héritage pour la sauver de la prison. Si je vois ce poste dans l'heure, je réfléchirai à vous aider. Sinon, je bloque tout le monde et je laisse la banque saisir la maison. Astérisque, j'ai appuyé sur envoyer. Tu penses qu'elle le fera? Ai-je demandé, tremblante. Elle a peur de perdre sa maison et de voir sa fille chérie en prison, a répondu Zélie. La peur fait faire des choses folles. Elle va penser qu'une humiliation sur Facebook vaut mieux qu'une saisie immobilière. Elle va croire qu'elle pourra effacer le post après avoir eu ton argent. Nous avons attendu. 10 minutes. 20 minutes. Le téléphone est resté silencieux. Pas d'insultes. Pas de menaces. Puis, une notification Facebook. Yvette a publié un nouveau statut. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle l'avait fait. J'ai cliqué sur la notification.
Le poste était là, brut, incroyable. Bien sûr, elle avait essayé d'adoucir les angles, d'utiliser un langage passif pour minimiser leur culpabilité, mais les faits étaient là. À la famille et aux amis. Je dois clarifier la situation. Florine n'a pas volé d'argent. Il y a eu un malentendu. La vérité est difficile. Élodie a fait des erreurs de gestion et a contracté des dettes importantes, 20 000 €, en utilisant nos noms sans notre accord pour son travail d'image. Nous sommes en danger financier critique. J'ai été très dur avec Florine hier, sous le coup de la colère, j'ai eu des gestes regrettables quand elle est partie. Applaudissements. Nous lui demandons aujourd'hui de nous aider avec son héritage pour éviter des poursuites judiciaires contre sa sœur. Nous sommes une famille, nous devons rester unis. Pardon pour le déballage. C'était là. L'aveu. En quelques minutes, le vent a tourné. Les commentaires sous le post d'Élodie se sont arrêtés. Les commentaires sous le post de ma mère ont explosé. Quoi? Élodie a volé ses parents? Tu as applaudi quand ta fille est partie? Yvette, c'est monstrueux. Vous demandez à la petite de payer les délires de la grande? C'est honteux. Ma tante Corinne, celle qui m'avait insultée, a commenté « Je ne savais pas ça ». Yvette, tu m'avais dit qu'elle vous avait volé. J'ai fait une capture d'écran. Puis une deuxième. J'ai tout sauvegardé. C'était mon bouclier. Mon assurance vie. Plus personne ne pourrait dire que j'étais la méchante. La vérité était publique. 1 minute après le post, ma mère m'a envoyé un message. C'est fait. J'ai tout dit. Tout le monde nous juge maintenant. Je me suis humiliée pour toi. Maintenant, envoie l'argent. Vite. On doit aller à la banque avant la fermeture. J'ai regardé Zélie. Elle m'a souri tristement. C'est le moment, Florine. Libère-toi. J'ai tapé ma réponse. Mes doigts volaient sur le clavier, légers, libérés d'un poids que je portais depuis 19 ans. Maman, j'ai vu ton post. J'ai lu les commentaires. Je suis contente que la vérité soit enfin connue. Tu as rempli ta part du marché, tu as dit la vérité pour que je considère ma décision. J'ai considéré la situation. J'ai réfléchi longuement. Et ma réponse est non. Je ne paierai pas. Cet argent est mon avenir, pas la caution d'Élodie. Vous avez créé ce désastre, vous allez le gérer. Ne me recontactez plus. Je bloque ce numéro. J'ai envoyé le message. Puis j'ai bloqué maman. Papa. Élodie. Tante Corinne. J'ai imaginé le cri qu'elle a dû pousser dans la cuisine. J'ai imaginé la terreur sur le visage d'Élodie. Mais pour la première fois, je ne ressentais pas leur douleur. Je ne ressentais que la mienne qui s'évaporait. C'était fini. Ils ne pouvaient plus m'atteindre. 1 an a passé depuis cette semaine folle. Beaucoup de choses ont changé. Mes parents n'ont pas pu payer. La banque n'a pas fait de sentiments. La maison familiale, avec son entrée majestueuse et ses meubles Louis XV, a été saisie et vendue aux enchères pour couvrir les dettes et les hypothèques. Ils vivent maintenant dans un petit appartement de location en banlieue, un HLM gris. Mon père a dû repousser sa retraite et a pris un poste de veilleur de nuit. Ma mère fait des ménages, car leur réputation dans leur cercle social bourgeois a été anéantie par le scandale Facebook. Et Élodie? Elle n'est pas allée en prison, car mes parents ont finalement vendu tout ce qu'ils avaient de valeur, bijoux, voitures, pour rembourser in extremis la fraude et éviter le procès pénal. Mais elle a dû faire face à la réalité. Elle travaille maintenant comme vendeuse dans une chaîne de vêtements bon marché. Elle passe ses journées à plier des t-shirts à 5 €, loin du luxe qu'elle convoitait. Son compte Instagram est inactif. Quant à moi, je vous écris depuis l'arrière-boutique de chez Odette. C'est le nom de mon petit salon de thé. Il est modeste, situé dans une ruelle pavée du vieux Besançon, mais il est à moi. J'ai utilisé l'héritage de ma grand-mère pour l'apport, et la banque m'a suivi parce que j'avais un business plan solide et une éthique de travail irréprochable. L'odeur qui m'entoure n'est plus celle de la peur, mais celle de la cannelle, du chocolat chaud et des brioches sortant du four. Mes clients sont fidèles. Zélie passe me voir tous les soirs après ses cours pour réviser dans un coin. Je ne parle plus à ma famille.
Parfois, ça fait mal. Surtout à Noël ou aux anniversaires. Il y a un vide là où devrait se trouver l'amour maternel. Mais j'ai appris une leçon vitale, l'ADN ne fait pas une famille. L'amour, le respect et la protection font une famille. Mes parents ont choisi leur camp ce soir-là, quand ils ont applaudi ma chute. Ils ont parié sur l'enfant en or et ils ont tout perdu. Moi, j'ai parié sur moi-même. Et j'ai gagné la seule chose qui compte vraiment, ma liberté et ma dignité. Alors, si vous êtes dans une situation où l'on vous demande de vous sacrifier pour des gens qui ne vous respectent pas, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que le mot non est une phrase complète. Et que parfois, le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire, c'est de partir et de ne jamais regarder en arrière. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si cela vous a touché, ou si vous avez vécu une histoire similaire de famille toxique, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous, vous valez mieux que ce qu'ils disent. Upgrade that. Lightning, you want to play one more and then hop off? Why are you getting off after the next one too? Yeah. I think we're all kind of going through that. Whoa. Don't worry guys, I got him. Thank you, Lightning. That's why we need you. You're dead. Get him, Tommy. I got him. Dead. Okay. Oh, hold on. I put my bubble down, but that didn't do anything. Yeah, we got ulted. My bubble's supposed to defend me. Defend me. My bubble didn't do Hey, shit. Daredevil! Oh, watch out. Daredevil's above. They That's my boxed us. spot. Get him out of there! Like, actually. I even let you be my dad. The group's blocking their own. Wow. Help. Oh, nice. Yes. Wait, hold on, how do I do it? Yeah, take a picture. Oh my god, I almost died from those fucking bots. Uh-oh. Wow. I hear someone. Oh my god! What, he can hang onto walls like Spider-Man and Venom? Who, can do that. like, he's blind, dude. How can you yeah. do this? Fuck. God, he's on me. Why is he? Yeah, it's so bad for me. I need help. Oh no, I'm dead. I mean, it's fine. We're at our new spawn. If anything, he teleported me further in. Let's go with that, and then I want the XP. Oh, I just one tap them. Really? Thank you, Lightning. Got that, Tommy. Lightning, I'm catching up for the first time in all these rounds.
I'm catching up. Again, I thought I'd be able to see the venom. That's crazy. No way. It's spider time! I'll wait for me. I'd like to see the venom alt screen, surely. Definitely not. Thank you. Please, lightning, I need this. I need this lightning. Great. That's What not the good. fuck? Get me out! Get me out! Dang it! There's a fucking mine room. I just get one more venom alt. I just need one good fucking ult. I'm good. Wow, so the floors are made out of paper. That's fun. Happy thoughts, happy thoughts. Christ. Us gets the world. Get assassinated. Oh, I headshot her, but I didn't have a full focus. Dang